Bonjour à tous, bonjour aux gens présents dans la salle, bonjour les gens qui sont online avec Zoom. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir un petit jeune qui promet, Bruno, que vous connaissez tous, Bruno Siccardi du pôle Planéto Tulésia, qui va nous parler de ce qui a fait un petit peu l'actualité ces derniers jours. J'avais vu qu'il y avait un article dans le New York Times sur la découverte des anneaux de Kawar. Je te laisse. Ok, merci. Bon, on va y aller. Donc, je vais présenter cette découverte d'un anneau autour de Kawar. Et comme je vous dis tout de suite, l'aspect le plus intéressant au point de vue physique, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui remet en cause les notions fondamentales comme la limite de Roche. Alors, ce travail a été publié il y a quelques jours dans la revue Nature. Et donc, explique d'une part les observations qui ont été faites et d'autre part, dans le corps de cet article, il y a un certain nombre de choses théoriques sur l'explication possible de l'existence d'un tel anneau. Donc, c'est à la fois, si vous voulez, un papier théorique et un papier observationnel. Donc, ça implique des gens donc, du projet Lucky Star, RC Lucky Star, donc, qui a couru entre 2015 et 2021, donc des gens que vous connaissez bien, donc je ne vais pas trop m'apesantir. Vous avez également des gens de Grenade qui ont participé à ce projet depuis des années. Et puis, un autre pilier, si on peut dire, en guillemets, donc au Brésil, avec des petits jeunes et puis des très très jeunes. Bien. Bon, donc pour passer les choses dans leur contexte, donc vous avez ici une vue avec des échelles respectées entre Pluton, Kawar et Charon. Ça fait l'île principale de Pluton. Kawar est en gros à quelques kilomètres près de la même taille que Charon, donc à peu près la moitié de la taille de Pluton. Ça, c'est une vue d'artiste. On n'a pas d'image résolue de Kawar, et Kawar a un satellite de Watt. Sachant que l'espèce de Kawar, jusqu'à maintenant, montrait donc une surface composée en partie de glace d'eau, de méthane, de CdH6 et également de matériaux organiques sombres. Donc, ce corps est un objet transneptunien. Ici, je lis, sans trop rentrer dans les détails, dans des paramètres de Kawar, découvert il y a une vingtaine d'années. Le demi-grand axe avec une excentricité assez faible, une orbite essentiellement circulaire. C'est classé comme un Kubewano, donc un objet dans la, disons, un code classical. Il n'est pas perturbé en particulier par l'étude, il n'y a pas de résonance sur l'étude. Un rayon qui avait été estimé jusqu'à maintenant à 555 km et une période de rotation qui est donnée par les courbes rotationnelles, qui permet d'avoir une période assez précise. On en parlera un tout petit peu tout à l'heure lorsqu'on verra les problèmes de résonance possibles entre l'anneau et Kawar. Donc ici, vous avez une vue donc, perpendiculaire du système solaire qui donne l'idée de l'orbite de Neptune ici, Pluton et Kawar, donc un petit peu à l'extérieur de Pluton, mais vous voyez en particulier qu'à un moment donné, Kawar peut être plus près du Soleil que l'année Pluton. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord essayer de voir ce qui se passait. Donc, ça, c'est une question qui a été posée il y a une douzaine d'années dans Wikipédia, le chat. J'ai tapé il y a quelques semaines, est-ce que Kawar a des anneaux? Et la réponse, non, il doesn't. Je peux arrêter. Donc, j'ai regardé aujourd'hui, nouveau la page, et il n'y a toujours pas d'anneaux. Donc là, je vais discuter des observations qui ont été faites, qui sont le cœur de l'article de Nature. Et ensuite, à la fin, je vous montrerai les résultats d'une autre observation faite en août 2022 qui montre des choses supplémentaires autour de Kawar. Mais disons que l'article de Nature se focalise sur ces observations qui ont été faites avec des petits télescopes, par exemple le télescope S, projet S en Namibie, piloté depuis l'Allemagne. Il y a des observations depuis l'un des plus gros télescopes au monde, donc le Grand Telescope de Canada, 10 mètres de diamètre.
donc aux îles Canaries, à La Palma. Le télescope spatial, donc Kéops, un petit télescope, 2 cm. Et puis, la dernière ici de cet ensemble de campagnes, donc par des astronomes amateurs australiens, avec des télescopes entre trentaine et cinquantaine de centimètres. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ces instruments ont vu des choses. Donc, par exemple, cette observation, la dernière en août 21, en fait, l'occultation par Kawar n'a pas eu lieu. Donc, on avait un événement isolé dans le ciel sans avoir le corps lui-même de Kawar, et qui ont montré dans la région de Brisbane 3 événements observés par des amateurs, séparés en gros entre eux par plus de 100 km, et chacun observait donc quelque chose qui fait à peu près une dizaine de kilomètres de large, projeté dans le ciel. Donc un objet allongé, puisque là il y a une centaine de kilomètres ou plus entre les observateurs, allongé, non complètement opaque, mais quand même assez opaque, assez profondeur optique assez grande. Et rien, disons, de l'autre côté, en guillemets, c'est-à-dire correspondant à un anneau qui serait complet. Alors, quand on regarde cet événement que je viens de vous montrer, donc ça donne, une fois reprojeté, qu'on a fait l'histoire, si vous voulez, dans le plan de l'anneau de Kawar, que je vous montre ensuite, ça représente un matériau qui s'étend sur à peu près 365 km, qui représente à peu près 5 degrés de l'orbite globale de Kawar. Si on accepte que ce qu'on avait observé à l'époque, c'est bien un anneau, disons qu'une fois qu'on a récupéré l'orbite de l'anneau, on obtient ce chiffre-là. Avec donc rien de flagrant de côté. Ceci, c'est ce qui avait été fait en 2019, 2 ans auparavant, où on avait vu des choses autour, donc on avait commencé à soupçonner l'existence d'un anneau. Donc, c'est un instrument qui s'appelle Hypercam, qui a été développé par Tom Marsh. Vous savez que Tom Marsh a une fin tragique, il vient de mourir, il a disparu à la CIA. On l'a retrouvé mort il y a quelques semaines, à quelques kilomètres du sommet de la CIA. C'était le PI de la caméra qui a fait ces observations et qui est d'ailleurs co-auteur de l'article en Nature. On rend à la fin de l'article hommage à Tom qui a accompagné nos travaux depuis des années, en particulier avec des caméras rapides comme Hypercam aux Canaries ou Ultracam à la CIA ou des instruments rapides sur le VLT également. Donc on voit des chutes de signal sur les meilleurs canaux. Là, il y a 4 filtres différents. On voit un événement qui se reproduit. Donc, sur un seul, on pourrait arguer qu'il s'agit d'instruments sphériques. On les voit sur les 3 longueurs d'onde. On les voit de l'autre côté ici. Donc là, on avait dit à l'époque, bon, il y a du matériau. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un anneau? Est-ce que c'est un autre type de matériau, des jets, etc. Sachant que d'un côté et de l'autre, vous voyez, il y a une largeur qui est bien différente, c'est une quarantaine de kilomètres, là 300 km. Et puis aucune variation spectrale. Donc, les épaisseurs optiques ne sont pas significativement différentes selon les longueurs d'onde. Ce qui indique donc ce matériau ne contient surtout des particules supérieures à 10 microns. Alors ça, c'est la courbe de Kéops, donc un petit télescope 32 cm hors atmosphère, donc qui n'est pas affecté par les scintillations atmosphériques. Donc le bruit que vous voyez ici, c'est le bruit de l'instrument, de la caméra elle-même. Donc alors c'est la chance du débutant, puisque j'avais discuté avec les gens de Kéops à l'époque. On avait dit on peut essayer l'occultation et on va commencer par Pluton, donc là ça avait raté. La deuxième qu'ils avaient faite, c'était en 2020, ils ont eu Kawar. Donc Kéops est passé autour donc, le long de l'intérêt, au moment où l'onde de Kawar passait là. Sachant que l'orbite de Kéops n'est pas déterminée très longtemps à l'avance, on avait fait un trigger, donc déclenché l'observation quelques jours avant, une fois qu'on avait vu que Kéops allait être dans la bonne région et que l'ombre allait probablement passer là. Bon, bref, ils ont observé l'occultation par Kawar. Ici, vous voyez que l'échelle a été dilatée. Là, on a une chute de 5%, donc vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Mais vous avez des détections qui sortent du bruit des 2 côtés.
là, on commence à dire ça fait beaucoup quand même. Et donc, quand on met tout cela ensemble, donc le télescope S robotique en 1 mm en 2018, il y avait une chose qui n'avait pas vu l'occultation par Kawar. Il y avait un événement ici, nuage, oiseau, anneau. Ça, c'est 2019, ça c'est Hypercam, donc le 10 mètres, 1,4 à 4 longueurs d'onde différentes. Là, vous avez le. Oui, c'est ça. Là, vous avez le Keops, voilà, une détection au sol faite par un amateur. Et là, vous avez la dernière avec les 3 amateurs que j'ai indiqué tout à l'heure qui ont observé des matériaux denses. Donc, en fait, chacune de ces observations est assez peu crédible, en guillemets, ou du moins discutable. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on reprojette ces événements dans le plan du ciel par rapport à Kawar, on s'aperçoit qu'il y a un cercle incliné unique qui passe par toutes les observations. Du matériau qui se répartit sur un cercle unique, on appelle ça en général un anneau. Donc, ça a permis, si vous voulez, sur 4 campagnes différentes, de dire qu'il y a du matériau, avec la surprise que parfois il est très dense. Donc, cette épaisseur optique ici de l'ordre de 0,3, une fois reprojeté perpendiculaire à l'anneau, et parfois une fraction de % seulement. Donc, ça faisait un peu penser, si vous voulez, aux arcs de Neptune, avec des parties denses, avec un petit élu. Qui est entouré comme ça. Alors ça, c'était le rayon initial, je vais l'affiner un petit peu tout à l'heure. Une chose importante, c'est que ici, vous avez Wayward qui est à peu près... ici, vous avez 7 rayons de Kawar, et Wayward se trouve à peu près à 24 rayons de Kawar, et on connaît le pôle orbital de Wayward. Et en regardant l'orientation de cette ellipse, donc qui représente un cercle devant on s'aperçoit que les deux sont coplanaires, donc l'anneau découvert est coplanaire avec Wayward, qui semble logique dans un cadre où on forme des satellites autour de Kawar et que l'anneau se forme dans un plan et que le satellite se forme dans le même plan. Et on verra tout à l'heure pour terminer que le pôle de Kawar lui-même semble aligné avec le pôle de l'anneau et le pôle de Wayward. On a un anneau équatorial coplanaire avec Wayward qui lui-même est équatorial. Alors ça, c'est un rayon qui est un petit peu amélioré par rapport à le diapo précédent, donc je vais en parler tout à l'heure. Ça représente 7,4 rayons de Kawar. Alors ça, c'était la grosse surprise, parce qu'on a dit, on a découvert des anneaux autour de Chariklo en 2013, des anneaux autour d'Haumea, un objet transneptunien en 2017, donc il doit y avoir plein d'anneaux. Ça aurait été extraordinaire que l'on découvre les 2 seuls anneaux existants autour de corps du système solaire externe, Chariklo et Haumea, ce qui fait qu'il doit y avoir des dizaines et des dizaines, et c'est confirmé avec cette observation. D'une part, ça montre qu'effectivement, ces anneaux doivent être des choses courantes dans les systèmes solaires extérieurs, mais par contre, la grosse surprise, c'est que c'est très très loin de Kawar, c'est à 7 rayons, donc bien au-delà de la limite de roche de Kawar, et pourtant c'est un anneau dense. Dense voulait dire plusieurs collisions par évolution dans la partie de l'arc dense de l'anneau, mais même la partie où il y a une épaisseur optique, une fraction de %, c'est-à-dire une collision tous les quelques révolutions. En ce sens, ça reste un anneau dominé par les collisions. Tu peux rappeler les profondeurs optiques des 2 autres anneaux, c'était combien? Les 2 autres, pour Chariklo et Haumea. Alors, Chariklo, un anneau très dense, d'épaisseur optique 1 quasiment, ou même infini, parce qu'il y a certaines manips qu'on a faites, on voit l'étoile qui se paraît complètement, et qui est flanqué par un anneau d'épaisseur optique à peu près un peu moins de 10%. Et Haumea, c'est d'épaisseur optique de l'ordre de 0,5. D'accord. Donc, dense. Alors, il y a des anneaux de Saturne en particulier qui sont à l'extérieur de la limite de roche de Saturne, mais qui ont des épaisseurs optiques de 10,5, 10,6, et qui sont le produit de poussière ou de cristaux de glace par Encelade ou par des petits satellites qui sont bombardés par des micrométéorites et qui produisent des anneaux. Et une particule de cet anneau, une micrométrique d'une part,
qui est une particule test, c'est-à-dire elle ne rencontre jamais une autre particule de ce même anneau. Donc, en ce sens, c'est plus un peu de poussière qui est éjectée. Et la limite de Roche, dans ce cas-là, n'a pas de sens, puisqu'il n'y a pas de collision et les particules ne s'attirent pas les unes les autres. Donc, chaque particule est une particule test qui est rapidement balayée, emportée par les forces de radiation. Donc, ça n'a rien à voir avec cet anneau dense au sens où la dynamique est dominée par les collisions. Alors ça, j'en parlerai tout à l'heure, puisqu'on a une nouvelle observation, c'est le taux d'occupation de l'arc autour de l'anneau, qui est en fait un petit peu moins de 10 degrés, de 10% selon les dernières estimations. Alors là, j'ai marqué la largeur équivalente, la profondeur équivalente, qui est le produit de la largeur géométrique, donnée ici, par l'épaisseur optique. Donc, c'est la quantité de matière équivalente. Donc, c'est la largeur de l'anneau qui aurait une épaisseur optique de 1. Donc, ce chiffre-là mesure la quantité de matière lorsqu'on coupe un anneau à un endroit donné. On voit que soit il est très large, l'épaisseur optique faible, soit il est plus étroit, l'épaisseur optique plus grande, mais que l'intégrale du matériau dans ces profils est de l'ordre de fraction de kilomètre à 2 km. Donc, la quantité de matière varie relativement peu selon l'endroit où on est. Donc, une sorte de conservation de la quantité de matière. Là où il est large, il est ténu, là où il est étroit, il est bien opaque. En tout cas, très profondeur optique très grande. Donc, ceci synthétise un petit peu les résultats. Donc, si vous comparez à... Donc, ça, ce sont des images d'artistes de Chariclo, Aubéa et Kawa. On n'a pas d'image résolue de ces objets. À l'échelle, les unes par rapport aux autres. Alors, on voit d'une part que la limite de Roche qui est indiquée ici, en fait, est telle que les anneaux d'Aubéa, les anneaux de Chariclo sont bien à l'intérieur ou vers la limite de Roche. Ce qui est pas le cas de manière très évidente, très claire pour l'anneau de Kawa. Une autre chose intéressante, c'est que si vous regardez la position de la résonance 1 sur 3, avec le corps central, donc c'est ce qu'on appelle une résonance spin-orbite entre le spin du corps ici, central, et la période de révolution autour du corps. C'est une résonance spin-orbite 1 sur 3, ce qui veut dire qu'une particule de l'anneau fait une révolution lorsque le corps central fait 3 tours sur lui-même, 3 rotations. Alors, on a dit, tiens, c'est intéressant pour Chariclo. On a découvert Oméa, tiens, c'est intéressant, la résonance 1 sur 3 pour Chariclo. Quand on a trouvé l'anneau de Kawa, on dit, tiens, c'est intéressant, il y a résonance 1 sur 3 avec Kawa. C'est comme dans les enquêtes policières, il n'y a pas de coïncidence. Donc, on a essayé à ce moment-là de commencer à se gratter la tête sur les problèmes de dynamique, en particulier voir s'il y avait une possibilité que cette résonance explique la position des anneaux. Donc, en fait, ils ont tous les trois cette résonance 1,3, mais l'anneau de Kawa est bien à l'extérieur de la limite de Roche. Alors, si vous comparez la limite de Roche Saturne ici, vous avez Saturne, les anneaux ici, vous avez en pointillé la limite de Roche de Saturne. Donc, les anneaux principaux se terminent en haut à l'endroit sous la limite de Roche. Et là, vous multipliez par 100 la taille de Kawa avec son anneau, donc en gros la même dimension que Saturne. Vous voyez donc la différence qui est claire et évidente. C'est comme si on avait un anneau dense qui se promenait ici. Et juste comme ça, ça n'a peut-être aucun intérêt, mais la résonance 1,3 avec Saturne, elle serait où, elle? Elle est par là. Ouais. Non, mais c'était juste pour... Alors, il y a des résonances entre Saturne, entre les révolutions de Saturne et la rotation de Saturne et les révolutions des particules. Ouais. Donc, il
il y a des résonances énormes dans certains endroits qui sont par là. Donc, résonance 4 sur 3, 3 sur 4, etc. Des particules de l'anneau de Saturne avec Saturne. Mais la 1,3, elle est à l'extérieur de la limite de Roche. Comment? La résonance 1,3, elle est largement à l'extérieur. Alors, ce que je veux dire, c'est que ces résonances induisent des petites perturbations sur les anneaux, mais très très faibles. C'est dû au fait que Saturne est un objet axis symétrique. La grosse différence entre les objets que j'ai montrés, donc Kawa, Haumea et Chariclo, c'est que ces objets qui sont des potentiels qui sont énormément déformés, un facteur énorme par rapport à Saturne. Donc, par exemple, les anomalies de masse impliquées dans Saturne, c'est de l'ordre de 10-12. Les anomalies de masse impliquées dans Chariclo, c'est de l'ordre de 10-2, 10-3. Donc, j'avais calculé, par exemple, que la forme un peu allongée de Chariclo reviendrait à mettre Titan à la surface de Saturne. Donc, vous imaginez, si vous commencez à mettre Titan au niveau sur la surface de Saturne, les effets que ça aurait sur les anneaux de Saturne. Je préfère. Donc, c'est pour dire simplement que ces résonances de corps irréguliers, petits corps irréguliers, ont plusieurs ordres de grandeur plus grands que les anomalies de masse dans les planètes géantes qui sont essentiellement des corps axis symétriques à des précisions de 10-11, 10-12. Alors, ceci, c'est un diagramme dans le News and Views qui accompagne notre article. Ah, voilà. Bien, donc, vous avez ici les limites de roche de différents corps, les planètes géantes ici, la limite de roche qui est en jaune, qui compare cette limite de roche avec la position des anneaux en blanc ici. Donc, là, en fait, il faut réactualiser un petit peu le rayon de Chariclo, mais en fait, la limite de roche est un peu plus près. Donc, les anneaux de Chariclo sont techniquement un petit peu à l'extérieur de la limite de roche, mais bon, la limite de roche n'est pas une limite sharp, hein, c'est une limite assez floue. On ne peut pas, disons, arguer du fait que les anneaux de Chariclo sont des anneaux bien à l'extérieur de la limite de roche, parce que ça dépend de la densité supposée de Chariclo, de la densité supposée des particules externes. Par contre, quand on regarde mon Kawa, je veux dire, on voit que vraiment. Alors, ça, c'est l'étude d'artiste, c'est pas nous qui avons fait ça. C'est l'artiste de Nature qui a dessiné ça, donc, qui montre que c'est irrégulier, qu'il y a des parties denses, des parties pas denses. On ne prend pas la responsabilité de ce dessin. C'est pour être clair que c'est quelque chose qui montre qu'il y a du matériau non régulier autour de Kawa, mais qui n'est pas le résultat, en tout cas, de nos observations. Voilà. Alors, ici, vous avez un résumé de la situation. Vous avez Kawa ici. Vous avez la limite de roche. Alors, la limite de roche doit supposer une densité pour les particules de l'anneau. Alors, il y a des indications indirectes. Pas directes, ils montrent que les petits satellites de Saturne, dont on a pu mesurer la masse, ont des densités de l'ordre de 300, 400, 500 kg par mètre cube, ce qui tend à montrer que c'est la densité typique des particules elles-mêmes qui ont formé ces petits satellites. C'est peut-être encore moins, il y a certains satellites, on obtient même des densités de l'ordre de 300 kg par mètre cube, mais disons c'est l'ordre de grandeur. Et on a utilisé la même valeur de densité des particules pour les autres anneaux de Haumea, Chariclo et Kawa. Ça, c'est le rayon de corrotation, donc le rayon synchrone avec l'orbite de Kawa. Là, vous avez l'anneau découvert. Là, l'incertitude, la zone violette et l'incertitude, parce que la masse de Kawa n'est pas vraiment bien connue, la zone d'incertitude de la résonance 1 sur 1 avec Kawa. Et ici, vous avez la zone d'incertitude de la résonance 6 sur 1, donc le moyen mouvement avec Kawa. Là, c'est pas grave. La particule des anneaux fait 6 tours lorsque le watt fait 6 révolutions, lorsque le watt fait une révolution autour de Kawa. L'anneau est juste entre les deux. Là, on a commencé à regarder, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à gratter. Quoi qu'il en soit, la résonance 103 est, je répète, commune à ce qui est observé autour de Chariclo et de Haumea. Donc, l'idée qu'on avait actuellement, jusqu'à maintenant, c'est que si vous prenez un satellite, vous le ramenez proche de l'objet central, ici Kawa, à l'entrée de la limite de roche, il va être brisé, c'est un corps qui est allongé par les effets de marée, et qui forme un satellite.
Donc, à contrario, si vous prenez un anneau, vous menez un anneau initial, si vous avez un anneau qui migre vers l'extérieur, les particules vont s'accréter à la limite de Roche, vont former un satellite, donc il ne devrait pas avoir d'anneau. Et ce qui était respecté par les observations, c'est-à-dire les 4 planètes géantes et les 2 anneaux de Haumea et de Chariclo, ont bien montré, en particulier pour Saturne, que l'intérieur et la limite de Roche en gros est rempli par les anneaux, l'extérieur de la limite de Roche est rempli par les satellites, et puis vous avez une zone intermédiaire, aussi bien sur Neptune que sur Saturne, ou Uranus, vous avez un mélange de petits satellites et d'anneaux. Vous avez une zone de transition où les anneaux, les satellites cohabitent, une zone où vous n'avez plus que des anneaux, à l'extérieur, une zone où vous n'avez plus que des satellites. Alors, sans rentrer trop dans les détails, la densité à partir de laquelle le matériau va être détruit dans les effets de marée à une certaine distance A du corps central, donnée en fonction de la masse du corps central, donc A puis de gamma qui est un terme d'ordre 1 qui dépend des hypothèses que l'on fait sur la manière dont le corps est déformé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la valeur canonique de gamma, c'est un facteur de à peu près 1,6. Suppose donc que le corps remplisse son lobe de roche et est allongé comme un citron, et va à un moment donné se briser. Alors, si on applique tel quel ce critère, pour que les particules des anneaux de Gawar ne s'accrètent pas là où elles sont, il faudrait qu'elles aient une masse volumique de 30 kg par mètre cube, ce qui n'est rien encore. Les particules de glace, sachant que la glace, normalement, c'est 1000 kg par mètre cube. On peut dire, bon, bah, d'accord, ce sont des particules de glace extrêmement fluffy, poreuses, donc qui sont très peu denses. Ça n'a pas l'air très plausible. On voit mal comment des particules pourraient être aussi sous-denses, sachant que c'est quand même des anneaux avec beaucoup de collisions. En particulier la partie dense des anneaux de Gawar, vous avez des collisions de particules qui en permanence se collisionnent et repartent. Alors, il se trouve que les coefficients de rebond, restitution coefficient, ont été mesurés en laboratoire pour des particules de gaz dans les années 80. Donc ici, vous avez la vitesse d'impact en centimètres par seconde. Donc les gens ont mis des particules de glace dans le vide avec des petits ressorts. On fait collisionner ces particules de glace et ils ont regardé quel était le coefficient de restitution, c'est-à-dire la fraction de vitesse après collision par rapport à la vitesse avant collision. Donc 1, c'est parfaitement élastique. Si vous arrivez à 0, c'est-à-dire que c'est un collage. La vitesse post-impact est nulle, c'est-à-dire que les particules restent collées beaucoup trop. Alors, l'essentiel des modèles qui ont été faits jusqu'à maintenant, c'est le modèle 1, qui est utilisé en particulier beaucoup pour les anneaux de Saturne, qui permet de montrer de manière satisfaisante, d'une part, pourquoi la limite de Roche de Saturne est bien l'endroit où les anneaux s'arrêtent, qui a permis en gros de bien simuler et de reproduire les indications qu'on a indirectes sur la distribution de taille de particules dans l'anneau de Saturne. Mais quelques années après ce travail, donc ces gens-là, les mêmes, les Bridges, mesuraient donc les coefficients de restitution avec de la glace plus froide, sachant que dans Saturne, la température de l'ordre de 90 Kelvin et que sur Gawar, c'est plutôt 40 degrés Kelvin. On voit que le fait de diminuer la température a augmenté l'élasticité des collisions, donc avec des coefficients qui sont proches de 1. Il se trouve que personne n'a vraiment utilisé cette loi, même par curiosité. Et en fait, voici ce qui se passe dans un diagramme un peu compliqué. Donc ici, vous avez la masse volumique des particules. Donc 1000, c'est 1000 kg par mètre cube, donc c'est la glace canonique, si vous voulez. Voilà. 10 000, c'est les particules métalliques. Et 200, 300, par là, c'est la masse volumique de ces satellites, petits satellites autour de Saturne qui sont relativement pauvres. Et là, c'est donc
dans l'état stationnaire, la dispersion de vitesse dans un anneau collisionnel, une fois des simulations lancées. Donc, ce sont des simulations qui ont été faites par Heikki Salo, qui est un collègue qui travaille à l'université de Oulu, en Finlande, et qui a développé depuis plusieurs décennies des codes numériques de simulation de particules, donc en particulier pour simuler la structure des anneaux de Saturne, donc avec des codes massifs. Et en fait, ce qui est intéressant, et qui n'a jamais été fait, ni même parlé en fait, dans ce contexte-là, c'est qu'en fait, on voit que si on utilise le modèle A canonique, ça veut dire qu'on augmente donc, la masse volumique, on passe d'un anneau avec éventuellement des instabilités à l'intérieur, donc des agrégations de filaments. Et si on dépasse une certaine valeur critique, qui est de 100 ici, kg par mètre cube, on s'aperçoit que cet anneau va s'accréter en satellite. Alors ça, ce sont des paramètres qui ont été utilisés avec les paramètres de l'anneau de Kawar. C'est-à-dire on a mis les particules à 7 rayons de Kawar avec la bonne vitesse orbitale, etc. Ce sont des simulations numériques, je répète, qui ne sont pas appliquées aux anneaux de Saturne, mais qui sont appliquées aux anneaux de Kawar. Voilà. Donc, ça veut dire qu'un anneau, dans le cas du modèle 1, donc totalement inélastique, ne peut pas survivre en fait, au niveau de Kawar, puisqu'il passe un système collisionnel, un système accrété, solide, passe, donc il y a une sorte de transition de phase. On peut voir ce diagramme comme un diagramme thermodynamique, où vous avez une région où le système se condense particules solides, ce que j'appelle des satellites, et puis configuration, on a une sorte de gaz où les particules rebondissent, donc restent isolées les unes des autres et forment un système collisionnel. Mais si Heikki Salo utilise le modèle 4, on voit en fait qu'on est largement dans la partie gazeuse du système. En augmentant la masse volumique, on s'aperçoit qu'il faut atteindre des masses volumiques très importantes, de l'ordre de 5000 kg par mètre cube, donc 5 fois la densité de la glace, pour commencer à créer du matériau. Donc, je répète, c'est en utilisant les paramètres de la note. Ce qui fait que si on se place dans le cas de particules de 300, 400, même jusqu'à 1000 kg par mètre cube, on est largement dans la partie gazeuse du système. Donc, on n'a aucune raison de l'accréter en satellite. Donc, en fait, la réponse à ce paradoxe, auquel personne n'avait pensé parce que tout le monde, enfin, personne n'était intéressé vraiment à travailler sur ce genre de problème, c'est que la limite de Roche dit quand un satellite est brisé, mais elle ne dit pas ce qui se passe si un système collisionnel existe et qui va s'accréter ou pas. Donc ça marche dans une direction pour briser un satellite, mais ça ne marche pas dans la direction pour dire si un système va ou non s'accréter, puisqu'il y a un autre paramètre qui intervient, qui est non seulement la comparaison des effets de marée avec l'autogravité des particules, mais également le facteur vitesse qui intervient. Il y a un facteur cinématique. Ce n'est pas simplement dire les effets de marée deviennent plus faibles que l'attraction mutuelle des particules, donc elles se condensent en satellite, qui est la vision simpliste, si vous voulez, de la limite de Roche. C'est-à-dire qu'il faut aussi tenir compte du fait que c'est un système collisionnel. Ce système collisionnel utilise l'énergie disponible dans le mouvement keplérien différentiel, force les particules à des vitesses différentes. Donc, en utilisant cette énergie et en rebondissant de manière suffisamment rapide pour avoir une vitesse supérieure à la vitesse de libération mutuelle des particules, on arrive à maintenir un système qui n'est pas accrété. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'on aurait pu le faire il y a 30 ans. Ça. J'ai été fait, les codes numériques existaient. Et même, donc, avec Salah, avec qui j'ai discuté, m'a dit, tiens, il y a une vingtaine d'années, j'avais dit, tiens, je pourrais essayer de voir si ça marche, si on peut maintenir un système en dehors de la limite de Roche. Puis bon, la vie étant scalée, on a d'autres choses à faire et peut-être, comme on n'avait jamais observé, ce n'était pas très motivant de le faire. Voilà, donc ça, c'est un agrandissement. Donc là, vous avez une boîte d'à peu près 160 mètres au niveau donc, des anneaux de Kawar, une taille d'à peu près 1 mètre et une épaisseur optique qui représente la partie dense, donc l'arc de matière de Kawar. Donc ça, c'est avec le modèle 1, donc relativement inélastique. Vous voyez qu'avec des masses volumiques assez faibles, tout de suite, le
comme on est très loin dans la ligne de roche, on va faire disparaître la phase gazeuse et obtenir une phase solide pour traiter l'anneau d'un satellite. Alors, c'est très rapide voulant dire quelques jours. Hein. Pas en train de parler de plusieurs millions d'années, on est en train de parler de quelques révolutions autour du chariot. Ou même quelques heures, en fait. J'ai le temps ici. Par contre, si on utilise le modèle 4, donc ce qui correspond à la glace plus froide et des cohésions plus élastiques, on s'aperçoit que même à 5000 kg par mètre cube, ce qui est déjà beaucoup, hein, c'est la roche, silicate, même avec ces densités très hautes, on peut très bien obtenir un système cohésionnel. Il faut atteindre des masses volumiques énormes. Énormes, je veux dire, au standard des particules de glace, hein, de ciné, pour commencer au niveau des anneaux de Kawar, les accréter en satellite. Et les vitesses, elles sont de l'ordre de quoi? Du centimètre par seconde? Alors, les vitesses sont indiquées ici. D'accord. C'est 1 cm par seconde, 1 mm par seconde. Ça, c'est le mouvement qui est derrière. Ouais, le cisaillement. Ouais. Cisaillement qui alimente ces collisions. Donc, il y a une lutte permanente entre ce cisaillement qui alimente la dispersion de vitesse et la perte d'énergie qui a tendance à amortir. Donc, la différence entre le modèle 4 et 1, c'est la friction, enfin, c'est l'inélasticité de la collision donc, qui fait tomber ça d'un facteur 10. Oui, la différence, c'est parce que ça. Là, c'est relativement élastique et là, c'est relativement inélastique. Alors, je répète, ce sont des mesures d'abord. C'est pas nous qui avons patouillé le modèle 1, on le multiplie par 4, par 2. C'est un modèle. C'est pas un modèle, ça, ce sont des mesures de la grandeur. Oui, c'est ce qui est utilisé dans le modèle 1, c'est ce qui est utilisé dans le modèle 4. Et ces modèles utilisent des courbes qui, elles, sont expérimentales. Et sachant qu'en plus, c'est 123, Kawar, comme tu disais, c'est 40. 40, oui. Donc en fait, c'est encore beaucoup plus haut. Je sais pas. Je ne suis pas un physicien de la glace à basse température. Mais ça vaut le coup, effectivement, de faire des mesures. Donc, on peut s'attendre, effectivement, pour de la glace encore plus froide, qu'on ait des. C'est des mesures pour la glace. La glace. Tu es sûr que tes particules, c'est de la glace? Non. Non. Il se trouve qu'il y a de la glace à la surface de Kawar. Et le spectre de Kawar, on ne sait pas quelle partie est due aux anneaux et quelle partie est due à Kawar. On avait des. Sur chaque. Joker. Non, il y a plusieurs origines possibles. Moi, je pense sur des collisions. Ces collisions créent un disque autour de Kawar. Et à partir de ce disque, dû à un impact sur Kawar, il y a Weywatt qui s'est formé, les anneaux sont formés. Je pense ensuite, par effet de marée, Weywatt s'est éloigné de Kawar. Les anneaux ont été également portés par ces effets de marée et sont éloignés également de Kawar. Mon idée générale, c'est que tout s'est formé relativement proche de Kawar, qu'il y a une migration générale, le disque et Weywatt ont été repoussés vers l'extérieur et les anneaux sont restés sous forme de noix. Je ne pense pas qu'ils soient formés tout de suite à cet endroit-là. Ils ont été formés proches de Kawar, et ensuite ils ont été emportés par des effets de torque, de couple de Kawar sur l'anneau. Donc en fait, s'il n'y avait pas le satellite, on ne trouverait pas des anneaux fonctionnants. C'est ça que tu dis? Non, je dis que ce disque a formé les anneaux de Kawar et que Weywatt est. A entraîné la ligne? Non, Weywatt a reculé par effet de marée dû à Kawar. Et les anneaux, en fait, sont soumis à des couples dû à des résonances entre Kawar et les anneaux. On peut montrer qu'à l'extérieur, la corotation dans l'île synchrone, ces couples sont répulsifs. C'est-à-dire que ça éloigne aussi l'anneau. Donc, les deux migrations sont dues à des effets de Kawar, d'une part sur l'anneau et d'autre part sur Weywatt. Je pense que cet anneau qui existait, ce disque qui a existé, a formé une carrière de satellite, donc Weywatt qui est le plus haut, et que l'anneau, lui, a migré et est resté à certains endroits sous forme d'anneau. C'est ma théorie. Mais on peut dire, par exemple, c'est un satellite qui était là, au niveau de Kawar, qui a été impacté par un autre corps vers l'extérieur, et ce satellite s'est détruit et a formé un anneau à cet endroit. On ne connaît pas sa masse. C'est le Weywatt. Ah oui, de Weywatt.
le Kawa. Le Kawa, oui, oui, on connaît la masse, oui. Oui. Alors la densité de Kawa, c'est 2 grammes par centimètre. Donc, c'est pas de la glace. alors. C'est pas que de la glace. Plutôt avec les roches à l'intérieur. Oui. La surface a des motifs de glace. La surface de Kawa. Cristalline, d'ailleurs, il me semble. Glace cristalline. Par contre, Weiwot, on ne connaît pas trop sa taille. Parce qu'on a fait des occultations, il semble plus gros que estimé par le rapport de flux, en tout cas. Et je ne vais pas en parler. Ça. Alors, OK. Donc, il y a un problème qui reste à ce moment-là, c'est que si ce système a des dispersions de vitesse assez grandes à cause de collision élastique, il va s'étaler. Il ne va plus disparaître à cause d'incrétion en satellite, mais il va disparaître parce qu'il est confiné sur quelques dizaines de kilomètres, donc il devrait s'étaler, être dispersé, donc un gaz qui se disperse. Donc c'est là qu'intervient la fameuse résonance 1 sur 3. Donc est-ce qu'il n'y a pas, si vous voulez, une sorte de conspiration qui fait que cet anneau devrait s'incarter? Il ne s'incarte pas parce que les collisions sont élastiques, mais il ne s'étale pas non plus parce qu'il est soumis à cette fameuse résonance 1 sur 3. Et idem pour les autres anneaux, qui seraient là par confinement induit par cette résonance, sachant que les 2 autres anneaux n'ont pas ce problème en guillemets de la limite orange. Alors, ceci sont des simulations toujours faites par mon collègue Valérie Salo, qui montrent, donc ça c'est le cas de Chariclo, où on a mis une anomalie de masse, donc une petite montagne, si vous voulez, surface de Chariclo. Ça, c'est la condition initiale. Vous avez 7500 particules de 200 mètres, sachant que dans l'anneau Chariclo, c'est plus de Saturne, en tout cas, les tailles sont plutôt de l'ordre 1 à 10 mètres. Alors, cette résonance 1 sur 3 va exciter l'excentricité orbitale des particules qui va commencer à s'étaler. Et au bout d'un temps très court, à peu près une vingtaine d'années, on voit à un moment donné que la résonance va forcer l'anneau à se confiner à la résonance. Alors ça, c'est assez encourageant, sachant que ce n'est pas forcément réaliste, puisque l'anomalie de masse en Amérique, c'est 3%, donc c'est déjà gros. Et on ne connaît pas les anomalies de masse sur Chariclo. Les particules sont assez grandes, mais 200 mètres, on n'est pas très loin des vraies particules de l'ordre de 10 mm. Et en plus, on ne comprend pas pleinement pourquoi la résonance arrive à le confiner. C'est ce qu'on observe dans les simulations, mais ça manque encore une explication hydrodynamique de ce phénomène. Bon, toujours est-il que on peut considérer ça comme une expérience de labo, et cette expérience de labo montre que si on met des milliers de particules autour de Chariclo à cette résonance, qui chevauche donc la résonance 1 sur 3, on voit qu'au bout d'une vingtaine d'années, cet anneau a été confiné. Même si on ne comprend pas théoriquement, on voit que la simulation, en tout cas, de manière assez encourageante, le montre. Donc là, il faut faire clairement des simulations avec Kawa, et puis des anomalies de masse plus réalistes que 3%. 3%, c'est une énorme montagne sur la surface de Kawa, donc ce n'est pas forcément réaliste. Alors là, en fait, juste pour terminer, dans quelques minutes, je vais parler d'une nouvelle observation qui n'est pas un article de Nature, qui a été faite en août 2022. Le papier Nature était déjà soumis à ce moment-là, avec une campagne qui a donc concerné les États-Unis continentaux, San Pedro Martyr au Mexique, et puis des télescopes japonais dans l'archipel de Hawaï, et puis à Mauna Kea, donc le CFHT 3060 et le Gemini North de 8 mètres de diamètre. Alors aussi la courbe de lumière, alors le Gemini North avait 2 canaux, donc Z', puis un autre à 0,6 microns, donc c'est R'. Là on voit la courbe de lumière, seconde ici, vous voyez en seconde. Vous avez les failles de diffraction, l'étoile c'est juste derrière le limbe de Kawa, vous avez un de diffraction qui se produit.
Vous avez, alors, il se trouve que l'occultation par Kawar et l'occultation par l'anneau connu, qui s'appelle QRR, se sont produites à Hawaï à 2 secondes près par rapport à ce qui était prévu. C'est-à-dire que premièrement, l'éphéméride était très bonne, ça c'est grâce à Gaïa, que deuxièmement, notre modèle soumis dans Nature était bon. Il y avait bien du matériau à cet endroit-là, ce qui a provoqué une occultation à cet endroit-là. Donc là, on voit la partie dense de l'anneau, dont on parlait tout à l'heure, mais qui cette fois-ci est bien résolue. Vous avez l'autre côté qui est plus large, moins profond, vous voyez les traits ici. Et puis, vous avez un deuxième anneau. À peu près à mi-chemin, pour avoir l'anneau déjà connu. Alors, on a eu beaucoup de corps de, je répète, Hawaï, Mexique et États-Unis continentaux. Donc, on voit, on a une meilleure idée maintenant de la forme de Kawar, qui n'est pas sphérique. On a donc la partie dense de l'anneau est complètement résolue maintenant. On voit qu'il y a des bords assez manuels. Les 3 courbes de lumière, donc CFA, Gemini, en R' et 7', on peut les superposer. Il n'y a pas de dépendance chromatique de l'épaisseur optique de cette partie dense. Alors, quand on regarde en détail, il y a des petites différences chromatiques. On va essayer de voir si elles sont petites, mais si elles sont significatives ou pas. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'il n'y a pas de grosses différences et qu'elles sont toutes cet anneau plus visible jusque dans l'infrarouge. Alors, ça ressemble assez à si vous avez une occultation stellaire par le cœur de l'anneau F de Saturne, l'épaisseur optique ici. L'épaisseur optique que je viens de montrer précédemment dans la diapo précédente, c'est à peu près 0,3. La largeur de cet événement ici, pour l'événement que je viens de montrer, c'est à peu près 60 km. Et là, vous avez l'échelle, donc vous avez 100 km. Vous avez aussi bien produit profondeur optique que largeur de cet anneau, donc à peu près la même profondeur optique et à peu près la même largeur. Donc si j'inverse dans ma figure, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ressemble fort à ce que je viens de montrer pour le Kawar, en particulier avec ces bords gradés. Donc ça, c'est l'anneau QRR. Donc ça, on va regarder en détail en particulier cette partie-ci. Ça, c'est pour d'autres séminaires, d'autres articles. Là, vous avez le deuxième anneau qui apparaît. Alors, il apparaît à peine au-dessus du bruit, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on observe sur les 2 télescopes, et sur l'un des télescopes, dans 2 canaux. Donc ça, c'est Gemini, Z' et R', donc ça apparaît après Kawar. Ici, vous voyez que le signal sur le bruit n'est pas énorme, mais il est clair que vous avez un événement qui se produit au même moment sur les 3 canaux. Et avant l'occultation par Kawar, on le voit clairement. Ici, on ne le voit pas, mais bon, le bruit est bon. Peut-être arguer du fait qu'on ne le voit pas simplement parce que pique comme ça, c'est super un événement comme ça. Pour l'instant, disons qu'on n'a pas noté d'absence significative par rapport aux 2 autres canaux. Voilà. Donc, si on remet tout ça ensemble, on a donc Kawar qui est ici, on a l'anneau Q2R qui est ici, et l'anneau représenté dans la nature ici, vous avez la limite de roche. L'anneau Q2R également à l'extérieur de la limite de roche de Kawar. L'anneau QR écoplanaire avec le vote. Cet anneau-là, on ne sait pas parce qu'en fait, on a 2 points, mais il est cohérent avec un anneau circulaire coplanaire avec QR. On va avoir une autre solution qui est comme ça. La seule chose qu'on dit, que si on suppose qu'il est centré sur Kawar, si on suppose qu'il est circulaire, alors oui, il y a une solution qui passe par ces 2 détections. Et on voit que l'orientation de Kawar est alignée avec les pôles de ces 2 anneaux et de Weber. Il se trouve que si on suppose que cette forme est due à un corps aplati, un sphéroïde aplati, il y a un léger désalignement entre le pôle de Kawar et le pôle de l'anneau QAR d'à peu près 5 degrés à 4 sigma, à un niveau de 4 sigma.
Mais en fait, ce qu'on pense, c'est que cette forme instantanée de Gawar n'est pas forcément représentative du pôle de Gawar, en particulier parce que Gawar pense qu'il est triaxial, donc on peut allonger. Le lame instantané de Gawar n'est pas forcément aligné avec le pôle instantané. Ça, c'est à voir encore. Donc, pour l'instant, et en supposant que ce corps simplement aplati, mais sinon asymétrique, une petite déviation d'à peu près 5 degrés du pôle de QR par rapport au pôle de Gawar, ça change, je répète, que les choses peuvent changer, en particulier si ce n'est pas un objet aplati, disons de axis symétrique. Voilà. Donc là, ça résume tout ce que j'avais bien. Juste pour vous donner un complément d'information, c'est quand on regarde toutes les observations faites depuis 2011, les taux d'occultation, on a regardé toutes les occultations qui ont traversé l'anneau QAR et qui avaient le signal surprise suffisant pour détecter la partie dense, pas la partie ténue. En faisant une règle de 3 entre ce qui a été détecté, c'est qu'on l'a vu 2 fois, une fois en 2021 en Australie, une fois en 2022 depuis le Monaco. Et ces 2 détections sur l'ensemble des coupes qu'on a eues, avec un signal survie suffisant, on s'aperçoit que, on calcule simple, en supposant que c'est un arc d'une seule pièce aussi, ça représente à peu près 8% de l'orbite totale de l'anneau, donc une longueur d'à peu près 2000 km. Alors ça a confirmé évidemment, mais disons, à la loupe, disons, ça doit être en ordre de grandeur du taux d'occupation de cet arc. Voilà, donc là, je vais juste terminer par une petite vidéo que je vais partager avec vous. Hop, partage, ok. Ça marche? Ça marche. Donc, ce sont des vues d'artistes, des anneaux de Gawar, de Orméa, de Charicot, avec leur taille respective. Ils sont donc représentent les tailles respectives de chacun. Ici, vous avez Gawar, là, ici. Ici, Orméa. Donc, il y a un objet très allongé avec son anneau, et puis ici, chacun. 2 anneaux. Voilà, merci. Merci beaucoup Bruno. Donc s'il y a encore des questions, allez-y. Le deuxième anneau, il est proche d'une résonance. Il est proche d'une résonance particulière, le deuxième anneau. Oui, il y a une résonance bizarre, style 7 sur 4. Le problème, c'est que à mesure, il n'est pas très loin de la corotation. À mesure qu'on s'approche de la corotation, les résonances s'accumulent. Il n'est pas très loin d'une résonance. Il me semble que c'est une 7 sur 5, il me semble. Mais bon, confirme. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il se peut que cette résonance 1 sur 3 n'ait rien à voir avec les anneaux. Que ce soit une coïncidence. On n'a pas trop les coïncidences. C'est quand même bizarre que 3 anneaux soient tous les 3 autour d'une résonance 1,3, mais il se peut qu'à la fin, on conclue que c'est simplement parce qu'il y a des satellites bergers sur cet endroit-là, et que, comme par hasard, ils sont à la 1,3, mais la résonance elle-même n'a pas d'effet particulier. En fait, si on se trouve trop près de ces corps-là, les résonances deviennent tellement fortes, puisque ce sont des corps réguliers, que ça a tendance à repousser l'anneau très loin. La résonance 1,3, c'est peut-être simplement l'endroit où ils sont repoussés, où là, les choses commencent à se calmer, où les résonances sont vraiment faibles. Il se peut que ce soit la raison, c'est que c'est le premier endroit où, en fait, on a peu de perturbations du corps central. Il se trouve que c'est proche de la résonance 1 sur 3, mais que la résonance elle-même n'a rien à voir avec ce mécanisme. Quelle est l'implication du modèle 4 pour Saturne? Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors, c'est une autre question parce que le modèle 1 était utilisé, enfin, les mesures utilisées dans le modèle, les mesures expérimentales utilisées dans le modèle 1 ont été largement et de manière éhontée utilisées sur Saturne et ça marche. D'accord? Donc,
comme je disais, mon collègue Aiki a dit un jour, ah, ça m'intéresserait de tester l'autre fois. Il avait tourné 2 ou 3 fois, puis voilà. Puis après, bon, il y avait d'autres articles à écrire. Et que je sache, il n'y a pas eu d'article basé sur ces nouvelles lois. De même que j'avais regardé, lorsqu'on a bien découvert les anneaux de Chariclo, j'avais regardé des publications sur des anneaux dans ce petit corps, sur quelqu'un qui est au fin fond, donc, je ne sais pas, de la Cornouailles, il a dit un jour, au XVIIIe siècle, il pourrait y avoir des anneaux autour, même si c'était des idées un peu loufoques. En fait, il n'y avait rien, il n'y avait aucun article dessus. Et là, de nouveau, il n'y a aucun article qui dit qu'est-ce qui se passe si les lois deviennent relativement élastiques et si on les simule. Parce qu'on va éviter cette agrégation, cette accrétion. Le problème, c'est les idées loufoques, ça prend beaucoup de temps et en général, elles sont fausses. Donc, les gens ne passent pas beaucoup de temps là-dessus. Je ne vais pas passer 6 mois à travailler sur un modèle qui, de manière, n'est pas observé dans la nature et qui, de toute manière, a 98% de chance d'être faux. Parce que la plupart des idées loufoques, à la fin, sont fausses. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que c'était possible de le faire il y a déjà longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui a été possible simplement parce que dans les 2 dernières années, les simulations numériques ont été suffisamment puissantes. On aurait pu déjà le tester il y a au moins une bonne vingtaine d'années. Question. Oui, il y a 2, il y en a 2, pas 3, pas 4. Alors moi, je pense que si on a des nouvelles mesures de Kawa avec des télescopes plus gros, le James Webb, on va commencer à voir d'autres anneaux. Parce qu'on a découvert les 2 anneaux, mais le 2e anneau n'a pas été vu avant parce qu'il était en dessous il était dans le bruit. On augmente la puissance des signaux sur bruit des occultations, on découvre un 2e anneau. Je pense que si on fait la même chose pour Chariclo ou Oumea, on risque de trouver d'autres anneaux. Donc, on est simplement à la limite de ce que peut faire l'instrument, on n'est pas à la limite de ce que peut faire la nature. Mais bon, c'est un simple, disons, simple intuition, c'est pas quelque chose qui... Il n'y a pas de raison théorique et... Non, on n'a pas fait encore. On a soumis des... Pablo Sanz, qui est à Grenade, a soumis une demande sur le James Webb pour faire des occultations sur d'autres corps. Donc, voir en particulier s'il y a des anneaux détectables par occultation. Mais ce serait bien de faire, c'est de l'imagerie. Alors, on a observé l'occultation par Chariclo en octobre avec le James Webb qui montre l'anneau principal de Chariclo, qui ne montre pas le 2e anneau, est-ce qu'il a disparu? Et on a plusieurs centaines d'images avant, on voit Chariclo qui se rapproche de l'étoile. Donc, on va utiliser ces images-là pour faire un sondage profond et avoir l'anneau, je pense, ne sera pas possible de voir sur le James Webb parce qu'il est trop à l'intérieur de la PSL, si on peut dire, même de James Webb, et voir s'il y a des petits satellites autour. Est-ce qu'à un moment donné, proche de Chariclo, on ne voit pas une kyrielle de petits satellites? Il serait de l'accrétion auquel l'anneau a échappé lui-même. Donc, on peut déjà utiliser, ce que je veux dire, c'est qu'on peut déjà, on va utiliser ces images de James Webb. Je pense que si on commence à voir, si James Webb sur ces images montre des satellites, c'est un argument très fort pour dire maintenant il faut regarder autour de Kawa, maintenant il faut regarder autour de Eris, enfin, d'autres corps, pour voir d'une part si on peut voir les anneaux et d'autre part si on peut voir des satellites. Écoute, non, si, ouais. Est-ce que tu penses que c'est des structures qui vont durer longtemps ou est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il y a une activité sur le GEM qui réellement alors en fait, il y a un autre corps qui s'appelle Chiron, qui ressemble à Chariclo, en fait, une sorte de frère jumeau, si on peut dire Chariclo, qui a la taille, autour duquel on a détecté du matériau. Il y a une occultation faite par l'équipe américaine en 2011 qui montre des anneaux qui ressemblent très fort à ce Chariclo avec des structures très... Enfin, 2 anneaux très sharp, très marqués, qui n'ont pas été observés par la suite. Et là, on a une observation d'une nouvelle occultation observée en Égypte et en Israël, décembre, qui montre du matériau
dense autour de Chiron, mais plus étalé. Il n'y a pas cet aspect très abrupt. Et donc, ça veut dire qu'en 10 ans, il y a toujours du matériau dense autour de Chiron, mais ce n'est pas un anneau qui reste tel quel comme celui de Chariclo. Il se pourrait que l'anneau de Chariclo de Chiron soit une structure intermédiaire où de la poussière qui sort, de matériau qui sort de Chiron, forme une enveloppe qui reforme un anneau qui va se redétruire. Donc, ce serait un système qui serait intermédiaire entre cocon de poussière cométaire et un anneau très bien défini et bien confiné. Donc, Chiron pourrait être une sorte de chaînon manquant qui montre comment des structures transitoires peuvent se former. Donc, après, pour Chariclo, il y a 2 anneaux qui ont été vus sur plusieurs années depuis la Terre, et l'occultation par James Webb ne montre que l'anneau principal. Est-ce que c'est une question de signal sur bruit? Parce que le signal sur bruit est meilleur, ce qu'on a fait depuis la Terre, mais pas énormément meilleur. Est-ce que cet anneau secondaire, 2e anneau de Chariclo, est perdu dans le bruit? Moi, je pense que non, parce qu'on a bien détecté depuis la Terre. Et le signal sur bruit de James Webb, l'occultation observée par James Webb est meilleure que n'importe quelle observation depuis la Terre. Donc, on aurait dû le voir. Il se pourrait que cet anneau ait disparu, soit réaccrété sur l'anneau principal, soit arrêt d'une quinzaine de kilomètres. Ce serait une évidence, une indication que cet anneau de Chariclo évolue, et que si on l'observe dans 20 ans, ces 2 anneaux ont coalescé en un seul. Alors, Chariclo et Chiron sont des centaures. Centaures. Ils chauffent plus peut-être. Comment? Ils se rapprochent plus du Soleil, donc Oui. ils vont avoir plus d'activité. Oui, Chiron a une activité. Ça, Oui, Chiron, oui. Chariclo, je sache, n'a pas d'activité connue. Il se peut que Chariclo ait éjecté du matériau, qu'il est maintenant stabilisé sous forme d'anneau, qu'il ne se passe plus rien. Que Chiron est en permanence en train d'éjecter du matériau, ça on le sait. Il y a des comas, et qui forment des anneaux, et ces anneaux redisparaissent tout de suite et sont formés la fois suivante. C'était Koval. Comment? Koval. Oui. Il y avait une comète qui était Koval. Ouais. Non, mais il y a des moments où Chiron est complètement inactif, puis après il y a des bursts. Par exemple, on l'a observé depuis Hubble, dans les années 2015, on a eu 3 visites de Chiron. On ne voit aucun matériau autour de Chiron, on a limite la PSF de Hubble. Par contre, sur la visite intermédiaire, le flux de Chiron a augmenté de 30%. Ces 30% ne doit venir que du matériau cométaire, qui n'a pas dépassé les 400-500 km, puisqu'on ne peut pas le résoudre sur les images Hubble. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bouffée de matière qui a formé un shell, une enveloppe de poussière, qui a fait augmenter l'éclat de Chiron de 20 ou 30%, qu'on ne voit pas même sur Hubble, et qui alimente ce matériau qui parfois ressemble à un anneau. Parfois, il n'y a plus rien, donc l'inconvénient de Chiron, c'est qu'il se déplace dans une zone très vide du ciel, donc on a une occultation par Chiron tous les ans, tous les 2 ans. Pour l'instant, c'est des informations assez parcellaires, sachant que la bonne nouvelle pour Quaoar, c'est que Quaoar est en train de se déplacer dans le ciel et est en train de se diriger vers le centre galactique, devant le centre galactique. J'ai un collègue qui m'avait dit après un séminaire il y a une dizaine d'années à l'ESO, à Santiago, qui m'avait dit, j'avais expliqué ça avec Pluton, que Pluton était dans le centre galactique, il y avait énormément de questions, mais je ne savais pas que Pluton était dans le centre galactique. Mais je vous félicite. C'est pour ça que c'est plus une planète. C'était un cosmologiste, il m'a dit c'est incroyable ce que vous faites, vous arrivez à voir Pluton dans le centre galactique. Non, devant le centre galactique. Et donc, ça veut dire que le nombre d'occultations par Quaoar est en train de grimper. On va voir la forme de Quaoar à différentes phases rotationnelles. On va voir les 2 anneaux de mieux en mieux, voilà, avec de plus en plus d'événements en tout cas. Ce qui n'est pas le cas de Chiron qui se déplace dans un champ vide. Donc, Chiron reste très, disons, fragmenté comme information. Merci à tous, merci à Bruno. Et puis, vous avez retrouvé la vidéo, normalement, on la mettra online sur le site Ariane sur la chaîne du Lésia, si c'est... C'est accessible public, grand public? C'est accessible au grand public, donc c'est toi qui décides si tu veux ou pas. Non. Ça va? Oui. D'accord, il sera.
Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas d'embargo. Justement, je ne vois pas. Ah, il y a une nouvelle question. Ah, Il n'y a pas d'embargo. ah non, ce n'est pas une question, c'est un bravo. C'est Aurélien Crida qui te dit bravo. Ok. Merci Aurélien. Merci.